Véritable balai diplomatique ce matin chez le président de la République par intérim. John Kounda Traoré a reçu les lettres de créance de 5 nouveaux ambassadeurs qui sont tous engagés à raffermir davantage la coopération entre leur pays et le Mali. À Tombouctou, reprise des activités culturelles avec la commémoration de la libération de Seyd Bila, fidèle compagnon du prophète Mohamed, paix et salut sur lui. Lors de cette cérémonie, des bénédictions ont été faites pour le retour de la paix au Mali. Voilà pour les titres, mesdames, messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette session d'information. Tout d'abord, suite à la publication hier dans plusieurs journaux de la place d'un document intitulé Note du Fonds monétaire international sur les raisons du changement de gouvernement au Mali, nous avons joint le représentant résident du FMI au Mali, Antoine Opdebeke, n'a pas souhaité faire de commentaires. Par contre, nous avons reçu aujourd'hui la réaction du gouvernement qui vient de publier un communiqué sur ce plateau avec moi. Ndeye Sissoko, Ndeye, bonsoir. Bonsoir Amadou Sankaré. Avec vous, le contenu de ce communiqué. Tout à fait. Bonsoir à vous, chers téléspectateurs. Ce communiqué de presse du gouvernement sur le document intitulé Note du Fonds monétaire international sur les raisons du changement du gouvernement au Mali. Le Premier ministre a reçu en audience le 25 juin 2013 une délégation des partenaires techniques et financiers composée des ambassadeurs d'Allemagne et du Danemark, des représentants du Fonds monétaire international FMI, de la Banque mondiale et de l'Union européenne. Les échanges ont porté sur des interrogations de certains membres de la délégation concernant le récent réaménagement du gouvernement, l'avenir du respect des procédures budgétaires, le projet du réseau national de sécurité que le gouvernement s'apprêterait à signer avec l'entreprise chinoise ZTE, un accord de prêt que le gouvernement envisagerait de signer avec Exim Bank de Chine pour l'achat de 600 camions au profit d'opérateurs économiques maliens. La vente d'une partie du patrimoine immobilier de l'État situé dans le centre-ville de Bamako. En réponse, le Premier ministre a indiqué à ses interlocuteurs que dans tous les pays, le réaménagement du gouvernement est une prérogative exclusive des autorités compétentes en la matière. Celui du 22 juin 2013 au Mali se fonde bien sûr sur cette règle et obéit en même temps à des impératifs de cohésion interne au sein du ministère de l'économie, des finances et du budget, d'efficacité dans l'action et de renforcement de la solidarité gouvernementale, toute chose indispensable au bon déroulement de cette ultime phase de la transition. La bonne gouvernance est et demeurera une des préoccupations majeures du gouvernement du Mali. Le Mali est un État de droit et dans tout État de droit, le respect des procédures budgétaires est une obligation. Cette obligation demeurera et le Premier ministre y veillera personnellement. Le dossier relatif au réseau national de sécurité à la date du 22 juin 2013 était à l'étude au niveau du ministère de l'économie, des finances et du budget. Le premier responsable de ce département devait solliciter l'avis du FMI avant de soumettre le dossier à l'appréciation du Premier ministre. À cette date, le Premier ministre n'a pas encore reçu le dit dossier. Donc, aucune décision n'a encore été prise. En ce qui concerne le prêt relatif à l'achat de camions que l'État malien, conformément à sa politique de désengagement de certaines activités, adopté à la suite d'un accord conclu dans les années 1980 avec le FMI, ne saurait s'engager dans l'achat de véhicules de transport. Le dossier concernant la vente d'une partie du patrimoine immobilier de l'État, qui devait faire l'objet d'une concertation entre le ministère en charge des affaires foncières et le ministère de l'économie, des finances et du budget, ne lui a pas encore été transmis. Aucun projet de vente de ce patrimoine n'existe au niveau du gouvernement. Le Premier ministre a rappelé que le gouvernement de transition connaît sa mission et l'exécute dans l'intérêt du peuple malien. Il a dit comprendre les préoccupations des partenaires techniques et financiers suite au changement à la tête du ministère des Finances. Toutefois, il les a rassurés que le gouvernement respectera tous ses engagements. C'est donc avec une certaine surprise qu'il a pris connaissance du contenu d'un document non signé et non daté intitulé « Note sur les raisons du changement du gouvernement au Mali ».
largement diffusée sur les sites web, les réseaux sociaux et dans les journaux. Cette note, en plus des questions évoquées par la délégation des PTF avec le Premier ministre, aborde les points ci-après. L'achat de quelques 60 véhicules pour la présidence et le cabinet du Premier ministre. Un contrat d'un montant de 4,4 milliards de francs CFA conclu avec la société chinoise Sheshek pour réhabiliter le palais présidentiel à Koulouba. S'agissant de l'achat des véhicules, cette opération a été réalisée par la procédure d'entente directe conformément aux dispositions du Code des marchés publics. L'acquisition des 10 véhicules répond à des priorités. Les parcs automobiles de la présidence de la République et du cabinet du Premier ministre ont été sérieusement affectés par les événements du 22 mars 2012. La commission Dialogue et Réconciliation, créée dans le cadre du traitement du volet politique de la crise, devait être dotée urgemment, entre autres, en moyens de déplacement pour lui permettre d'accomplir sa mission. En ce qui concerne la réhabilitation du palais présidentiel à Koulouba, le gouvernement considère ce choix comme une dépense de souveraineté, même si, là encore, aucune décision n'est prise à ce jour. Le gouvernement porte à l'attention de l'opinion nationale et internationale que suite à la diffusion de cette note, le ministre des Finances a reçu en audience le mercredi 26 juin 2013 à 16h le représentant résident du FMI à la demande de ce dernier en présence du ministre de l'Économie et de l'Action humanitaire. Les échanges au cours de cette rencontre ont porté sur le programme économique et financier conclu avec le FMI depuis le début de la crise de 2012, les perspectives à court et moyen terme, ainsi que sur la note interne du FMI qui s'est retrouvée dans la presse. Sur le programme économique et financier, le représentant résident du FMI a salué les efforts du gouvernement pour la maîtrise de la stabilité macroéconomique pendant la crise. Cette performance a été soutenue par un programme dit de facilité rapide de crédit pour un an. À travers le dit programme, 2 décaissements ont été effectués à ce jour. Aussi, le représentant a annoncé la prochaine mission du FMI vers le mois de septembre 2013 pour effectuer les négociations sur la formulation d'un programme triennal. Enfin, il a rassuré le gouvernement quant à l'engagement du FMI d'apporter son soutien au cadre macroéconomique et aux réformes à travers notamment la mise en œuvre des missions d'assistance technique. S'agissant de la note, le représentant résident a précisé que c'est une note à usage interne. Il a dit regretter sa diffusion sur les sites Internet et dans la presse et a présenté ses excuses au ministre des Finances et à travers lui au gouvernement du Mali. Le ministre des Finances, tout en prenant acte de ses excuses, a assuré le représentant résident que sa détermination et celle du gouvernement à exécuter le programme économique et financier et aussi les engagements du gouvernement contenus dans la feuille de route pour la transition. Il a souligné que la politique budgétaire sera poursuivie avec un accent réaffirmé sur la qualité de la gouvernance économique et financière dans le but d'une bonne gestion des ressources publiques, singulièrement une maîtrise des dépenses. En conclusion, le représentant résident du FMI s'est engagé à rendre compte à la direction du FMI de ses échanges avec les 2 ministres. Le gouvernement du Mali, tout en déplorant la situation créée par la diffusion de cette note, rassure que cela ne détériore pas ses relations avec le FMI, dont notre pays est membre. Il tient à souligner que les relations entre le Mali et le FMI sont des relations d'État à organisation internationale. Voilà ce qu'il fallait retenir de ce communiqué de presse du gouvernement sur le document intitulé « Note du Fonds monétaire international sur les raisons du changement du gouvernement au Mali ». Amadou Sankari. Merci Ndeye Sissoko. Vous allez rester avec nous pour la suite du journal. D'ailleurs, vous nous proposez un reportage tout de suite. 5 nouveaux ambassadeurs ont présenté aujourd'hui leur lettre de créance au président de la République par intérim, John Kounda Traoré. Il s'agit notamment des ambassadeurs de la Guinée-Conakry, de la Serbie, de la Pologne, de la Roumanie et d'Australie. Tous se sont engagés à raffermir davantage la coopération entre leur pays et le Mali. Ndeye Sissoko.
Kabiné Kondé a été le premier diplomate à présenter ses lettres de créance au président de la République par intérim, Diankouda Traoré. Il est le nouvel ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la Guinée-Conakry au Mali. Kabiné Kondé est né le 26 février 1952 à Dakar. Il a un DUT en transport logistique de l'Université d'Evry, une licence en droit privé et une maîtrise en droit des affaires obtenue à l'Université Paris X Nanterre de France. Il était précédemment gestionnaire de la société de courtage ACR de Guinée-Conakry. Spécialiste en assurance, il a servi en France, en Côte d'Ivoire, en Centrafrique et au Cameroun. Kabiné Kondé est marié et père de 6 enfants. Il aura pour résidence Bamako. À la suite du diplomate guinéen, ce fut le tour de l'ambassadeur de Serbie de présenter ses lettres de créance au président Traoré. Né le 13 mars 1961 à Sofia en Bulgarie, Miroslav Cestovic est diplômé de la faculté d'économie de Belgrade. Il a été tour à tour ministre conseiller à l'ambassade de Serbie à Washington, directeur pour l'Afrique et le Moyen-Orient et ambassadeur de la Serbie en Algérie. Il représente désormais son pays au Mali avec résidence à Alger. Miroslav Cestovic est marié et parle couramment le français, l'anglais et le russe. Radlik Mikhaël a été le 3e diplomate à présenter ses lettres de créance. À 51 ans, ce diplômé en géomorphologie de l'Université de Varsovie est le nouvel ambassadeur de Pologne au Mali avec résidence à Alger. Pour servir son pays, Radlik Mikhaël a été en poste à Bruxelles, en Italie et à Malte. Il parle italien, français et anglais. La Roumanie sera désormais représentée au Mali par Ciprian Mihaly, le nouvel ambassadeur. À 46 ans, Ciprian Mihaly est titulaire d'un doctorat en philosophie obtenu auprès des universités Marc Bloch de Strasbourg et Barbès Boleï de Cluj, mention très bien avec félicitations du jury. Les recherches doctorales, les manifestations et projets scientifiques n'ont aucun secret pour lui. Ciprian Mihaly a fait ses premiers pas dans la diplomatie en 2012. Il est marié et père de 2 enfants, parle français, anglais, italien et allemand. Il représente désormais la Roumanie au Mali avec résidence à Dakar. Johanna Marie Adamson est la 5e diplomate à se présenter devant le président Traoré. Elle est le nouvel ambassadeur d'Australie au Mali. Johanna Marie Adamson est un officier de carrière. Elle a auparavant travaillé comme chef de mission adjoint au Ghana, haut commissaire par intérim au Nigeria ou encore comme analyste politique principale au ministère du Développement économique en Nouvelle-Zélande, entre autres. Johanna Marie Adamson est diplômée d'une double licence en art et en droit de l'Université de Tasmanie et d'un diplôme d'études supérieures en affaires étrangères et en commerce de l'Université de Monash. Elle a pour résidence Accra. Activité présidentielle toujours, le président de la République par intérim s'est entretenu hier avec les représentants de la MISMA et de la MINUSMA. L'entrevue a porté sur le processus du déploiement des casques bleus au Mali prévu pour ce 1er juillet. Ils viennent appuyer l'armée malienne à stabiliser le pays, notamment les régions du Nord, occasion pour le chef de l'État d'inviter l'ensemble du peuple malien à réserver un accueil chaleureux aux amis du Mali. Ibrahima Traoré. Dès lundi prochain, le Mali accueille pour la première fois sur son sol des casques bleus. C'est à la faveur d'une résolution votée récemment à l'unanimité par le Conseil de sécurité de l'ONU. Du coup, la mission africaine de soutien au Mali cède la place à la mission des Nations Unies pour la stabilisation au Mali. C'est justement pour faire le point de l'état d'avancement du processus en cours que les représentants de la MISMA et de la MINUSMA se sont rendus chez le président de la République par intérim. Il y a déjà une mission militaire sur le terrain qui travaille. Je suis sûr qu'il était heureux qu'il y ait une adoption unanime du Conseil de sécurité de cette décision et aussi que nous travaillons déjà très étroitement avec lui, avec les différents partis sur l'implémentation de l'accord de Ouagadougou. Au total, 12 640 casques bleus et policiers seront déployés au Mali. Leur mission consiste à appuyer l'armée malienne pour sécuriser et stabiliser le pays, notamment les 3 régions du Nord. Nous avons gagné ensemble la guerre et nous allons tenter ensemble de gagner aussi la paix. C'est-à-dire que ce sont des forces
qui vont se déployer au Mali parce qu'il faut beaucoup de monde, il faut beaucoup d'effectifs et il faut beaucoup de moyens pour sécuriser toute cette partie du Mali qui a été libérée et pour faire en sorte que effectivement nous puissions reprendre la réhabilitation de tous ces services sociaux qui ont été détruits, qu'on puisse commencer à recoudre le tissu social en ramenant la confiance entre les différentes populations qui se sentiront davantage sécurisées et qui sauront qu'elles ne peuvent plus faire l'objet d'agressions et par des terroristes. Je pense que c'est une phase qui était attendue, c'est une phase qui était prévue et je compte sur l'ensemble des Maliennes et des Maliens pour réserver à ces forces internationales l'accueil purement malien que nous savons réserver à nos amis. La MINUSMA a un mandat initial d'1 année. Pour une bonne coordination des opérations sur le terrain, il est prévu des consultations permanentes entre l'armée malienne, les forces françaises et la MINUSMA. On l'a dit, dès lundi, la MINUSMA sera déployée au Mali. Le feu vert a été donné en début de semaine par le Conseil de sécurité de l'ONU. Les forces onusiennes, qui seront fortes de près de 11 000 militaires et de plus de 1000 policiers, auront comme tâche d'accompagner le Mali dans sa mission de sécurisation nationale. Au-delà du volet sécuritaire, que va faire aussi la MINUSMA au Mali? Suivez le chef de la MINUSMA au Mali, Albert Gérard Bert Kunders, est au micro de Modibo Mariko. C'était une décision importante et consensuelle. Ça veut dire tous les membres du Conseil de sécurité, sans exception, les membres permanents, mais aussi les autres pays, des pays africains, ont accepté qu'il y a une opération de paix à Mali pour soutenir, pour accompagner les Maliens de succomber les grandes crises de leur pays. Ça veut dire dans la réalité que nous allons graduellement avoir une opération de paix de plus ou moins 11 000 militaires et un peu plus que 1000 policiers, mais aussi beaucoup de civils qui vont accompagner les Maliens dans le domaine des droits de l'homme, de reconstruction, de l'acceptation de tous les éléments qui ont à faire avec le déroulement de médiation dans le pays. Alors c'est un mandat assez complexe, mais vraiment pour accompagner tous les Maliens, sans exclusion, sans discrimination, pour trouver des solutions pour la crise que vous avez connue pendant la dernière année. Tous ces problèmes de l'État, de sécurité, de pillage, de terreur, etc., on ne veut plus de ça. C'est pour cela qu'il y a cette solidarité de la communauté internationale. Ce n'est pas une imposition, je le dis de nouveau, c'est vous aider là. Mais ce temps pour sécuriser le pays, qui a un rôle crucial pour une opération de paix, il y a des autres volets qui s'occupent avec les sources de conflit. Ça veut dire la dialogue politique entre les candidats, la dialogue entre les différents groupes, la dialogue qui est nécessaire entre le Nord et le Sud, mais aussi dans les groupes et les partis politiques au Sud. On doit aussi accompagner ce processus, mais il y a aussi un autre élément. C'est par exemple l'élément de justice, de finir avec l'impunité, le respect des droits de l'homme et de la femme. Ce sont tous ces aspects. 9 députés de l'Assemblée nationale ne sont plus couverts par l'immunité parlementaire. Leur immunité vient d'être levée à la faveur de la séance plénière de ce vendredi à l'Assemblée nationale. Il s'agit de Maître Muntagatal, Dr Oumar Mariko, Moussa Berté sont également concernés par cette décision. 6 députés élus au nord et qui sont impliqués dans la rébellion. En revanche, les représentants du peuple ont voté contre la levée de l'immunité parlementaire de Mahamadou Awagassama, député élu à Yelimani. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions avec notre reporter Bourama Traoré. Le groupe parlementaire Sénid Faso Yirouaton prend acte du vote intervenu ce jour à l'Assemblée nationale pour la levée de l'immunité parlementaire de Maître Muntagatal. Le groupe parlementaire de Sénid Faso Yirouaton, tout en regrettant cette accable politico-judiciaire, rappelle que la levée de l'immunité parlementaire n'est pas une condamnation, mais la recherche de la vérité. Le groupe parlementaire réaffirme la position exprimée par Maître Muntagatal, qui a clairement indiqué devant l'Assemblée nationale qu'il ne voulait pas de protection et qu'il ne cherchait qu'à être blanchi par
par la justice. Le groupe parlementaire a, au-delà des militants et militantes du Sénat de Faso Yorobaton, réitère donc leur confiance et leur soutien en Maître Mounda Gatal, qui est demeure candidat à l'élection présidentielle. Élection présidentielle, voici la page élection. La carte Nina, le ministre des Affaires religieuses et du culte a retiré sa carte Nina cet après-midi. C'était au cours d'une distribution des cartes au groupe scolaire de Yirimadio en commune 6 du district de Bamako. Sur place, Dr Yacouba Traoré a été informé de son lieu de vote au bureau 018 des 1008 logements. Le ministre lance un appel aux citoyens. Écoutons le ministre des Affaires religieuses et du culte. Il est au micro de Noum Sissoko. Je suis très content d'avoir retiré ma carte Nina avec les membres de ma famille. J'avais au préalable fait identifier mon numéro de carte à la mairie de la commune 6. Raison pour laquelle je n'ai aucune difficulté dans l'opération de retrait. Et c'est sûr de pouvoir voter, s'il plaît à Dieu, le 28 juillet prochain, le candidat de mon choix. Et à l'occasion, je demande à tous les religieux du Mali, toutes confessions confondues, et à tous les citoyens maliens d'aller retirer leur carte Nina afin de pouvoir accomplir leur devoir civique. Car voter est non seulement un acte citoyen, mais aussi un acte religieux. Je demande à toutes et à tous de prier pour une bonne élection présidentielle le 28 juillet 2013. Liste lieu de distribution des cartes Nina en commune 4 du district de Bamako. Les électeurs donc de la commune sont informés qu'ils peuvent retirer leurs cartes Nina dans les écoles dont les noms suivent: École Plateau, premier cycle pour le quartier Amdalaï, groupe scolaire Aminata Diop pour les électeurs de Lafiabougou et Talco, École du Fleuve pour ceux de Djikoroni Para, second cycle près du centre secondaire d'état civil pour les électeurs de Sebenikoro et Sibiribougou, École de Kalabambougou pour les électeurs de Kalabambougou, École de Lassa pour ceux de Lassa. Donc c'était là les lieux où on peut retirer les cartes au niveau de la commune 4 du district de Bamako. Les agents de terrain formés par la Fondation internationale pour les systèmes électoraux IFES en collaboration avec l'ONG ADEFIM ont débuté hier en première région les activités de la campagne d'éducation civique de proximité. Le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, accompagné des responsables de l'agence américaine de développement USAID, était sur place. Le compte rendu de nos envoyés spéciaux, Famoussa Sidibé, Moulay Sidibé. Nous sommes à Kita, un des 49 cercles du pays situé à moins de 200 km de la capitale. Le vœu du gouvernement du Mali qui est d'atteindre tous les Maliens où qu'ils se trouvent afin de les sensibiliser sur les enjeux électoraux indissociables de la citoyenneté se veut donc prendre forme au fil du temps avec cette vaste campagne d'éducation civique de proximité qui bénéficie de l'appui financier du gouvernement américain à travers la Fondation internationale pour les systèmes électoraux AFS. Le Mali doit se relever et rebondir à nouveau. Cela ne peut pas se faire sans une mobilisation massive de ses citoyens redevenus conscients qu'il faut agir, que quelque chose doit changer. Le Mali doit se relever pour devenir cette véritable terre de Djatigia, de tolérance religieuse, de savoir et de partage. Pour inciter les citoyens au vote, point besoin de plumes, le cœur suffit. Et comme au Mali, lorsqu'on vote en Sierra Leone, on se fait tremper l'index gauche dans l'encre indélébile. Mais il y avait un problème. Des milliers d'électeurs inscrits n'avaient plus de mains, à plus forte raison, des doigts qu'il fallait tremper. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? On a trempé le gros orteil de leur pied gauche. Que pouvons-nous apprendre de ces braves Sierra-Léonais? D'abord la résilience. Malgré les morts, les viols, les amputations, les Sierra-Léonais n'ont jamais abandonné leur désir à une vie meilleure, à un pays stable, à la paix, à la démocratie.
Pour les autorités maliennes, le pays revient de loin. Les contraintes sont nombreuses et pour ce qui est du vote, chaque citoyen détient la clé du futur. C'est vrai, nombreux sont aujourd'hui ceux qui sont déçus par l'effritement des valeurs démocratiques, sinon patriotiques, déçus par le phénomène de la corruption qui résiste et persiste. Mais une seule arme suffit. Une seule arme, infaillible et efficace. L'arme de la démocratie, le bulletin de vote. Je vous invite à la saisir. Pour mener à bien cette campagne, les radios de proximité jouent un rôle clé dans la vulgarisation de l'information. C'est pourquoi, sur le chemin du retour, le ministre de la Communication a fait le tour des stations locales, en plus du relais TV-FM de l'ERTM, comme pour dire que le ton est donné. D'ailleurs, votre émission Élection présidentielle, les vrais enjeux portent toujours sur le mode de remise des cartes Nina dont la distribution a commencé. À ce sujet, Niaza Koulibaly reçoit Moriba Sinayogo, président du comité de pilotage des élections de 2012. Un entretien à suivre après ce journal en langue nationale bamana. Le Conseil national du patronat du Mali installe 20 groupements professionnels à son siège. Cette politique vise à faciliter la coopération entre ces groupements, tous membres du Conseil national du patronat du Mali, Mamourou Sidibé. L'ancien siège du Conseil national du patronat du Mali est désormais celui de 20 groupements professionnels, membres du Conseil national du patronat du Mali. La présence de ces groupements professionnels en un seul lieu permet non seulement de renforcer la coopération interprofessionnelle, mais aussi de faciliter l'échange entre les différents groupements. Le Conseil national du patronat du Mali tire sa force et sa légitimité des groupements professionnels. C'est pourquoi le Conseil a rénové les 22 bureaux, dont une réception et une salle de conférence, pour permettre aux nouveaux locataires d'être à hauteur d'attente. L'une des premières missions que nous sommes assignés a été le renforcement des groupements professionnels membres du CNP. Cela a commencé par une tournée de prise de contact et d'échange du nouveau bureau du CNP avec l'ensemble des groupements professionnels membres. En tout cas, avec tous ceux qui avaient un siège. En plus, en partenariat avec l'ANP et le FAPA, le CNP a recruté et formé des jeunes qu'il a mis à la disposition de près d'une vingtaine de groupements professionnels auxquels ces locaux servent de siège depuis plus d'une année. Le président du Conseil a rappelé aux groupements professionnels l'importance de leur rôle et de leur engagement dans le processus de développement de notre pays, avant de leur notifier que les groupements doivent se montrer toujours à hauteur du mérite. Le ministre de la Sécurité intérieure et de la Protection civile a présidé ce matin la cérémonie de remise des 8 véhicules au peloton d'intervention de la gendarmerie nationale. Ces véhicules renforcent ainsi les capacités opérationnelles des forces de sécurité en matière de lutte contre le terrorisme. Le coût s'élève à plus de 200 millions de francs CFA, compte rendu Youssouf Diakité. Plus de 200 millions de francs CFA, c'est la valeur des 8 véhicules qui viennent d'être remis au ministère de la Sécurité intérieure et de la Protection civile par l'Union européenne. Les véhicules sont destinés au peloton d'intervention de la gendarmerie nationale. L'objectif est de renforcer les capacités opérationnelles de ces derniers. La remise de ce matériel roulant permet le renouvellement de tous les moyens de mobilité du peloton d'intervention de la gendarmerie nationale avec du matériel fiable et adapté. Le PIGN est l'unité d'élite de la gendarmerie capable d'intervenir sur des situations de crise de type attentat ou prise d'otage, d'où l'importance de renforcer ses compétences et ses capacités à tous les niveaux. Ce geste de l'Union européenne cadre avec les missions du peloton d'intervention de la gendarmerie nationale, à savoir la lutte contre le terrorisme et la protection rapprochée. Un point de satisfaction est exprimé par le ministre de la Sécurité intérieure et de la Protection civile au nom du gouvernement. Je voudrais remercier infiniment pour cet appui précieux aux forces de sécurité du Mali en général et à la gendarmerie nationale en particulier. Je voudrais donner l'assurance à l'Union européenne que la gendarmerie nationale en général et le peloton d'intervention de la gendarmerie nationale du Mali en particulier fera bon usage de ces véhicules.
La cérémonie a pris fin par une démonstration de situation de prise d'otage dans un bus. En plus des véhicules, les éléments du peloton d'intervention bénéficient d'une formation en technique d'intervention de lutte contre le terrorisme. Fin de formation des officiers africains à l'école de maintien de la paix, la conduite à tenir dans le cadre de la protection des personnes civiles non combattantes est le sujet principal de cette session à laquelle ont pris part 25 officiers africains venus de 12 pays. La cérémonie de clôture de cette formation s'est déroulée dans l'amphithéâtre du centre. Le compte-rendu de Alousseini Touré. Les officiers africains ont passé en revue les différentes dispositions qui encadrent la conduite des opérations qui nécessitent la résolution des crises et des conflits. Ils ont donc maîtrisé les savoir-faire tactiques et techniques pour pouvoir tenir efficacement différentes fonctions au sein d'un état-major de bataillon engagé dans une opération de paix. Et on a constaté que les conflits ont vraiment changé. Il y a des conflits internes. Ce n'est pas entre étatiques, mais c'est conflits internes. Mais ce stage-là nous permet, les militaires, pour s'adapter au soutien de la paix. Parce que nous, les militaires, nous sommes entraînés pour la guerre. Mais ici, c'est des conflits internes. Il faut savoir gérer. Il n'y a pas de l'ennemi, ils sont les belligérants. Il y a des populations qui sont victimes, il y a des enfants qui n'ont pas partie prenante de cette crise, mais ils sont victimes de ça. Deux thèmes ont été soumis à la réflexion des stagiaires, à savoir l'adaptation des forces armées africaines aux exigences de la mise sur pied des forces en attente sur le terrain et le degré de soutien des grandes puissances au processus de reconstruction des forces. Le stage des officiers du PC bataillon a atteint amplement ses objectifs. L'objectif, c'est de former ou de renforcer au moins les capacités des officiers qui sont très souvent des brevetés, qui sont des écoles, sortant d'écoles d'état-major, qui ont déjà des formations de base, pour leur permettre de travailler dans les états-majors en opération de soutien de la paix. Le Mali aujourd'hui a accueilli la MISMA, les unités de la CEDEAO, ensuite sous l'égide de l'Union africaine, et lundi, ce sera une mission des Nations Unies. Ces missions sont chapeautées par des officiers pour ce qui concerne les forces, les composantes de police, les composantes civiles, par des cadres que nous avons la plupart du temps formés. Donc notre objectif, de même que les deux autres centres d'excellence de la CEDEAO, à savoir le centre Kofi Annan et le centre du Nigeria, c'est de contribuer à la formation des officiers dans à peu près une vingtaine de modules. Ce stage intervient au moment où l'on commémore les 15 ans de la disparition de Maître Alioune Blandambey qui a donné son nom à cette école. La sécurité, on en parle toujours. Le ministre de la Sécurité intérieure et de la Protection civile a rencontré hier les forces de sécurité de la 2e région et visité les infrastructures des différentes unités. Le général Tchefin Kounaté a pu comprendre les conditions de travail des forces de sécurité de Koulikoro et lancer un message aux hommes pour la couverture sécuritaire des élections. Seydou Traoré. C'est en vue d'assurer la sécurité des personnes et leurs biens, mais surtout de donner les consignes pour la couverture sécuritaire des élections de 2013 que le ministre de la Sécurité intérieure et de la Protection civile a rencontré les différentes unités de la 2e région. Général Tchefin Kounaté est venu écouter les autorités de Koulikoro sur l'état de la sécurité dans la 2e région, puis échanger avec les forces sur le fonctionnement des unités. Des forces qui ont signalé à différents niveaux le manque d'équipement, d'infrastructures et parfois la non-disponibilité des moyens financiers. Malgré ces handicaps, les autorités de Koulikoro ne doutent point de la capacité des forces. Ils ont un sens assez élevé de leurs devoirs et ont prouvé à plusieurs reprises que quand la trilogie, un homme, une mission, des moyens est remplie, elles sont capables de répondre aux attentes des populations. Sous votre sage direction, ces femmes et ces hommes se consacreront tout entier à l'accomplissement de leurs devoirs professionnels. Au-delà des efforts fournis par les forces de sécurité dans la région de Koulikoro, Général Tchefin Kounaté a invité en cette veille électorale les unités à la vigilance, la collaboration entre porteurs d'uniformes et population civile, la cohésion entre forces et la discipline au sein des troupes. Pour le ministre de la Sécurité intérieure et de la Protection civile, chacun doit jouer sa partition. Cette situation nous commande donc de révéler des vigilances. Donc j'ai donc invité les forces à prendre toutes les dispositions pour prévenir tout incident lors des élections. Avant les élections,
pendant les élections et après les élections. Auparavant, le ministre s'est rendu dans les locaux du centre d'instruction Boubacar Sarassi, à la direction régionale de la protection civile, à l'office central des stupéfiants, au groupement de la garde nationale, à la direction régionale de la police et à la légion de la gendarmerie de Koulikoro. Une manière pour lui de s'enquérir des conditions de travail de ces différentes forces de sécurité. Activité ministérielle toujours, le ministre de la Santé a procédé hier à l'inauguration du centre de santé de référence de la commune rurale de Doussoubi-Diagnan dans le cercle de Bafoulabé. Coût de réalisation plus d'1,368 milliard de francs CFA financé par le budget national. Les frais d'études de faisabilité ayant été pris en charge par les ressortissants des communes du Nord Bafoulabé en France, Kaye, Mahamadou Alioubari. Ce centre de santé de référence, qui dessert 4 communes du nord de Bafoulabé, contribuera à réduire à coup sûr la mortalité infantile et néonatale au niveau des 19 CSCOM de Tomoura. L'association bénévole franco-malienne l'aide au développement des communes du nord, créée en vue de soutenir les communes du nord de Bafoulabé dans leur élan de développement, sera plus que jamais attentif au bon fonctionnement du centre. Bâti sur une superficie de 3 hectares, ce joyau architectural a coûté à l'État malien plus d'1,368 milliard de francs CFA, entièrement financé sur le budget national. Il convient de signaler que les études architecturales ont été financées à hauteur de 27 315 000 francs CFA par la commune rurale de Tomoura à travers l'association des bénévoles franco-maliens pour le développement des communes du nord du cercle de Bafoulabé. Le centre de santé répond aux normes que nous nous sommes fixées en matière de centre de santé de référence. Le CCRF Doussoubi-Diagnan comprend entre autres un bloc administratif, un bloc opératoire, des pavillons d'hospitalisation, de médecine et de chirurgie, une maternité, une unité d'imagerie médicale avec radiologie et échographie, un bloc de consultation, un laboratoire d'analyse biomédicale, 2 dépôts de médicaments, 4 logements d'astreinte, un château d'eau de 10 mètres cubes et un groupe électrogène de 50 kVA. Les travaux ont été exécutés par l'entreprise Commerce, le maître d'ouvrage étant l'azetière. La réalisation de ce CCRF est l'aboutissement d'un processus de 19 ans. Le chef de village, le maire d'Oussoubi-Diagnan et le président du conseil de cercle de Bafoulabé ont tous salué la réalisation de ce centre qui contribuera à résoudre les problèmes d'évacuation sanitaire dans la zone. Une belle fête. Le mécanisme africain d'évaluation par les pairs MAEP commémore son 10e anniversaire cette année. À cet effet, une journée d'information est organisée au Mali afin de sensibiliser le grand public sur l'utilité du MAEP. Cette activité doit impulser la réflexion sur les progrès accomplis et les difficultés rencontrées par la structure. Compte rendu, Rachel Tessougué. Le mécanisme africain d'évaluation par les pairs est un outil conçu par les pays africains pour évaluer nos systèmes de gouvernance, en identifier les faiblesses et les atouts. Il détermine et met en œuvre les actions correctives pertinentes. Le thème retenu pour la commémoration de son 10e anniversaire est « Le mécanisme africain d'évaluation par les pairs au service du peuple africain, une décennie d'auto-évaluation ». Le processus d'évaluation par les pairs est une source de défis et d'opportunités pour nos gouvernements, pour nos populations et pour nos partenaires au développement. L'opportunité pour eux est de rétablir la confiance pour aller ensemble dans la même dynamique pour bâtir la paix. Malgré la crise que traverse notre pays, le gouvernement du Mali a maintenu son engagement dans le processus du mécanisme africain d'évaluation par les pairs. Il a ainsi accueilli avec intérêt les déclarations solennelles de la Commission nationale de gouvernance pour le sortie de crise, notamment celle du 9 mai 2012 qui rappelle les principes de démocratie, de bonne gouvernance et de solidarité du MAEP et aussi certaines de ses recommandations fortes de l'évaluation par les pairs. Le gouvernement du Mali a adopté en Conseil des ministres du 26 décembre 2012 le plan d'action national intérimaire 2013-2014 proposé par la Commission nationale de gouvernance du mécanisme africain d'évaluation par les pairs.
La salle de conférence de la direction des finances et du matériel du ministère de l'élevage et de la pêche a abrité ce matin les travaux de la 3e réunion du comité mixte de concertation locale du projet d'appui institutionnel au ministère de l'élevage et de la pêche. Au menu des travaux, l'examen et l'adoption du plan d'activité 2013 de son budget. Nando Dambélé. Cette 3e réunion de la structure mixte de concertation locale du projet d'appui institutionnel au ministère de l'élevage et de la pêche marque le redémarrage du projet. Nous devons donc tous, autour de cette table, afficher une volonté politique forte afin de dégager ensemble les solutions qui permettront à ce projet d'appui institutionnel d'obtenir les résultats qui ont été fixés par nos 2 gouvernements respectifs. Après son lancement en mars 2012 avec l'appui technique et financier de la coopération technique belge, le projet d'appui institutionnel au ministère de l'élevage et de la pêche a connu une suspension. Son redémarrage à l'issue de cette 3e réunion permet aux différents acteurs de mieux baliser le terrain. Cette session a pour ambition de marquer le redémarrage effectif des activités du projet après plus d'une année de gel par l'examen des points ci-après. Les propositions de recentrage des activités du projet issues de la relecture d'actualisation du dossier technique et financier, le réaménagement budgétaire du projet, la planification opérationnelle et le coût des activités pour l'année 2013. Financé par la coopération technique belge, le projet ambitionne de promouvoir et de soutenir les activités pastorales et piscicoles en milieu rural. La Caisse nationale d'assurance maladie CANAM a tenu ce matin la 7e session de son conseil d'administration. À l'ordre du jour de cette session extraordinaire, l'adoption et la validation du manuel de procédure. Cet ensemble de documents a été élaboré sur instruction des administrateurs et doit permettre à la CANAM d'éviter les cumuls de fonctions de l'agent comptable dans ses missions d'ordonnateur et de payeur. Compte rendu Abdelrahman Maïga. 18 mois après sa création et sur instruction des administrateurs, la Caisse nationale d'assurance maladie CANAM vient de se doter de son manuel de procédure. Ce manuel, objet du présent conseil d'administration extraordinaire, est un ensemble de documents élaborés par cette structure afin d'éviter les cumuls de fonctions de l'agent comptable dans ses missions d'ordonnateur et de payeur. Avec ces nouveaux manuels, l'élaboration et l'exécution du budget relèvent désormais des structures de l'ordonnateur et non du payeur. Ces manuels de procédure visent les objectifs suivants. Décrire l'organisation de la CANAM, fixer les tâches et niveaux de responsabilité des différentes entités impliquées dans la mise en œuvre des procédures, fournir les instruments adoptés et formalisés pour la rédaction, la transmission, le contrôle et le traitement des documents. Ces manuels permettent également de décrire les procédures et les opérations relatives au fonctionnement du système de gestion mis en place, d'élaborer des situations fiables et sincères sur le point d'exécution du budget, des engagements financiers, des risques, des consommations et des coûts. Ils permettent aussi à la CANAM de contrôler périodiquement l'ensemble des opérations d'immatriculation et de prestations. J'ose espérer que ces documents qui vous sont soumis seront examinés avec la plus grande minutie et que vos décisions et recommandations permettront à la CANAM de gérer efficacement ses ressources humaines, matérielles et financières. Avec ces nouvelles procédures, un grand pas vient d'être franchi par la Caisse nationale d'assurance maladie. Elles entraîneront désormais des changements notoires au sein de cette structure qui verra une importante mutation dans la gestion des affaires administratives et financières de la CANAM et une augmentation substantielle du nombre du personnel. Un personnel qui, selon le président du conseil d'administration, passe de 278 agents en 2013 à 320 en 2014, soit un écart de 42 agents. Nous sommes dans le domaine de la santé et nous y restons. Le centre hospitalier universitaire CHU de Kati a tenu sa 4e session extraordinaire. À l'ordre du jour, l'examen et l'adoption du projet d'établissement 2014-2018. Avec un coût de près de 12 milliards de francs CFA, ce projet vise à offrir des soins de qualité aux usagers. Khadijatou Kone. Le projet d'établissement 2014-2018 du centre hospitalier universitaire de Kati doit être conforme aux exigences des objectifs mondiaux de développement OMD, aux orientations du ministère de la Santé et aux missions des établissements publics hospitaliers. Le document du dit projet comprend 6 points essentiels. L'état des lieux qui a été fait sans complaisance, l'analyse de la situation
l'identification des problèmes et leurs solutions. En troisième point, les projets. En cela, il y a les médicaments, l'accueil des soins infirmiers et obstétricaux, de gestion et de soutien. En quatrième point, les projets de service. En cinquième point, la faisabilité. Et en sixième point, les plans directeurs d'aménagement, d'équipement et de formation. Ce projet est également un outil de pilotage stratégique en vue de permettre une analyse de la situation du CHU de Kati à travers des observations tant à l'interne qu'à l'externe. C'est une manière de nous améliorer, d'aller vers la performance et puis bien sûr vers une meilleure qualité de soins. Ça nous permettra pendant 5 ans d'avoir une meilleure visibilité sur l'avenir de cet hôpital. Ça nous permettra justement de mieux nous orienter. Et qui parle de meilleure orientation, parle bien sûr d'organisation et finalement on va bien fonctionner. Avec un coût de près de 12 milliards de francs CFA, le projet d'établissement du CHU de Kati s'étend sur 5 ans. Il permettra d'offrir des soins conformes aux normes des usagers et mettra l'accent sur les axes stratégiques d'orientation des ressources et l'organisation des services. En quatrième région à présent, 4 milliards de francs CFA, c'est le coût total du programme de formation et d'insertion dans le bassin du Niger. La cérémonie de lancement de ce programme a regroupé dans la cité des Askia les responsables régionaux, les représentants de l'ambassade du Royaume des Pays-Bas et l'ONG Suisse Contact Mali, Doussou Sangaré. Le programme de formation et insertion dans le bassin du Niger FIBANI, financé par le Royaume des Pays-Bas à hauteur de 4 milliards de francs CFA pour une durée de 3 ans, va couvrir les régions de Ségou et Koulikoro. Le programme de FIBANI, qui bénéficiera de l'accompagnement technique de Suisse Contact Mali, vise l'amélioration des revenus des producteurs agricoles et ruraux à travers les dispositifs de formation et insertion agricole adaptés aux besoins du marché. Il y a des contraintes et des perspectives, et puisque notre programme a des visions par rapport au développement local et nous pensons que ce que nous amenons comme produit s'insère directement dans le cadre du développement de la région. On est là pour se mettre à disposition du conseil régional et des collectivités locales qui sont en fait les porteurs du projet, de pouvoir bien collaborer avec tous les acteurs et donc enfin de pouvoir mettre nos compétences et notre expérience à disposition des autres. Des efforts ont été déployés par notre pays dans le cadre du développement agricole, notamment dans la mise en œuvre des politiques et stratégies nationales, politique nationale agricole, loi d'orientation agricole et j'en passe, ainsi que la création des centres et structures de formation agricole dans le but de renforcer les capacités des producteurs ruraux. Ce projet constitue une forte attente des populations de la région de Ségou qui offre d'énormes potentialités en matière de l'agriculture dont la valorisation passe forcément par le renforcement des capacités des acteurs du secteur agricole et rural. Écho de nos régions toujours à Tombouctou, le conseil régional vient de procéder au lancement officiel de ses activités après le retour de la paix. C'est à la faveur d'une rencontre qui a regroupé les élus, les partenaires au développement, les femmes et la société civile. Objectif, faire l'état de lieu de la situation des services sociaux de base et programmer les actions futures à mener. Yeya Tandina. Cette rencontre de 3 jours, initiée par le conseil régional de Tombouctou et son partenaire financier Handicap International, va se pencher sur l'état des lieux des infrastructures endommagées à travers la région. Elle est destinée aux élus des cercles de Gourmara-Rousse et de Tombouctou, élargie à ceux des autres cercles pour des exercices futurs. Une rencontre qui donne l'espoir, selon les délégués de Rarousse. J'ai bon espoir. Nous pensons que l'atelier de réhabilitation et de reconstruction, cet atelier du développement rural, prendra en compte tous les aspects de développement pour le plus grand bonheur des populations du cercle de Gourmara-Rousse. Nous avons réuni justement les élus, les autres élus de la région, les maires, les présidents des conseils de cercle, la société civile, pour faire un diagnostic de la région, pour faire l'état des lieux des services sociaux de base. Quel est le niveau de dégradation ? Quels sont les besoins réels des populations aujourd'hui et quelles sont les priorités pour les populations. La présente rencontre marque le lancement des actions de développement et la reprise des activités du conseil régional de Tombouctou. C'est pour dire
qu'on a l'opportunité, je dois féliciter et remercier tous les initiateurs de cet atelier en leur formulant tous mes bons voeux pour la bonne réussite. Les résultats issus de cette rencontre seront soumis à validation au niveau national. Autre grand titre de ce journal, la libération de Saïd Dinabila, fidèle compagnon du prophète Mohamed, paix et salut sur lui, des mains des infidèles, est célébrée chaque année à Tombouctou, dans le quartier Abaradjou. C'est à travers des éloges du prophète, des chants et danses au rythme du Tendéber, qui signifie le grand mortier, que la communauté de ce quartier manifeste sa joie pour cette date anniversaire. Des prières et des bénédictions ont été faites pour le retour définitif de la paix dans notre pays. Yeya Tandina. Célébré chaque année au 15e jour du mois de Sha'aban, le 6e mois de l'année musulmane ou 15 jours avant le mois de Carême, le Tindéber est un événement culturel à la fois religieux pour fêter la date anniversaire de la libération de Sayyidina Bilal, fidèle compagnon du prophète Mohammed des mains des mécréants. À Tombouctou, certains musulmans observent ce jour le jeûne, d'autres font des aumônes. À Abaradjou, c'est la réjouissance populaire. Normalement, ce qui se faisait jadis par une organisation que l'on appelle Nyadjetari, c'était organisé par le Nyadjetari. Et ce Nyadjetari faisait la mobilisation donc en donnant aux gens, en informant les gens par la distribution de pâtes de mil que l'on appelle Donhina. Donc on distribue à toutes les concessions de la ville pour les rappeler que le 15e jour du mois de Tchekonno, comme le disent les Sonrais. Le Tindéber, qui signifie grand mortier, c'est la retrouvaille, la réconciliation des cœurs et des esprits. On chante les louanges du prophète, Mohamed paix et salut sur lui. On danse au rythme du bel léger tambour confectionné pour la circonstance, le tout agrémenté par des prières et des bénédictions. L'événement a été célébré dans un contexte particulier, marqué par l'état d'urgence. Et les organisateurs se sont simplement limités aux rituels dont les honneurs ont été confiés à Yahi Bilal, chef spirituel des femmes de cette communauté Nyadjetari. Un mot sur la santé. Le projet de santé maternelle et infantile en partenariat avec Save the Children veut une approche intégrée basée sur la mobilisation et la participation des communautés pour un changement de comportement face à la sous-utilisation des soins de santé. Pour ce faire, il vient d'organiser la première édition de son approche innovante, dite foire de santé, dans la commune de Baya à Sélengué, en troisième région. Objectif, viser donc contribuer à la réduction de la mortalité maternelle et infantile d'ici à 2015, Daouda Diakité. Espace d'échange et de partage d'informations sur l'impact de l'utilisation des soins de santé. La foire de santé qui vient d'être lancée dans la commune de Baya à Sélengué, en troisième région, se veut aussi un créneau servant à valoriser la fonction de la matrone, des agents de santé communautaire AIC et les relais qui sont les acteurs clés dans la prise en charge des besoins de santé dans la communauté. On s'est rendu compte que l'utilisation des services était encore faible, autour de 25 à 30%. C'est pour ça que nous sommes dit, les services sont là, les populations sont là, les médicaments sont là, toute l'offre de soins est là. Pourquoi ce n'est pas utilisé? Nous nous sommes dit donc changeons de paradigme. C'est pour ça que nous avons initié ces foires de santé. Ce programme conçu et mis en œuvre en partenariat avec l'ONG internationale Save the Children sur financement de l'USAID devra contribuer à la réduction de la mortalité maternelle, néonatale et infantile dans les zones d'intervention du projet, notamment CAI et Sikasso. Et les autorités de saluer cette initiative qui cadre avec la vision du département de la santé. Dans le district sanitaire de Sélengué, les indicateurs de santé maternelle, néonatale et infantile restent à améliorer. Au vu de cette situation, des efforts doivent être maintenus pour améliorer la santé des mères et des enfants. La visite des stands proposant une panoplie de services, les jeux concours sur des thématiques de la santé maternelle et infantile et remise d'attestation de reconnaissance ont été des temps forts qui ont marqué cette première édition de la foire de santé du MTIP à Sélengué. C'est du sport et nous parlons de sport avec distinction. Et 35 personnes, des sportifs et membres de l'encadrement ont été décorés ce matin à l'ex-service national de jeunes SNJ. La décoration intervient après la participation de l'USFAS à la Coupe d'Afrique militaire qui s'est tenue à Abidjan en Côte d'Ivoire du 7 au 16 décembre 2012 et aussi à la veille de la Coupe du monde militaire en Azerbaïdjan du 2 au 14 juillet prochain. Compte rendu, Abdul Karim Kaba.
À quelques heures du départ de l'ISFAS à la Coupe du monde militaire, les autorités militaires ont décidé de décorer les sportifs et leur encadrement. Ils sont au total 35 personnes. Cette distinction intervient après la brillante participation de l'ISFAS à la 8e édition de Coupe d'Afrique des Nations militaires de football Camefoot. Une coupe d'ailleurs remportée par le Mali en décembre 2012 en Côte d'Ivoire. Les résultats obtenus dépendent, certes, de la valeur des joueurs, mais aussi de la qualité des chefs et de leur leadership, leur clairvoyance et leur détermination. À ce titre, je tiens au nom du ministre de la Défense et des anciens combattants à leur témoigner notre reconnaissance et celle de la nation toute entière. Le Mali tout entier se souviendra de vous et des efforts que vous avez bien consentis au cours de cette édition. En reconnaissance de ces mérites, les joueurs et leurs entraîneurs ont bénéficié d'une promotion au grade supérieur. En plus, il a été décidé de décerner à toute la délégation la médaille du mérite militaire avec effigie abeille. Le pays vous a donné tout ce qu'il peut. Vous devrez donner en retour au peuple du Mali la joie de la victoire. Cette décoration va galvaniser davantage l'équipe militaire à la Coupe du monde de football Azerbaïdjan. Une compétition à laquelle le Mali prendra part en tant que l'équipe championne d'Afrique en titre. L'ISFAS quitte Bamako ce vendredi soir pour Bakou, la capitale d'Azerbaïdjan, où se tiendra la compétition. Bonne chance à l'équipe du Mali. Voilà, c'est tout pour cette édition. Merci de l'avoir suivi. Merci aussi à tous ceux qui ont pris part à sa réalisation. Autre rendez-vous avec l'actualité demain, 10h-13h, une présentation de Aïssata Ibrahim Maïga. Je vous donne rendez-vous, Inch'Allah, demain pour la grande édition du soir. Au revoir et qu'Allah bénisse le Mali. Thank you.